l'importance de l'éthique guerrière trouve une place centrale dans l'identité nobiliaire des dynastes ibères. Les cartes vierges pouvaient par exemple représenter des jokers. On connaît plusieurs jeux de cartes au Moyen-Âge, en Géorgie, dans les royaumes géorgiens, comme le Gandjapa. Il pouvait peut-être s'agir d'un jeu proche de celui-là, même si, bien entendu, on ne connaît pas de toutes les règles de ce jeu-là, on ne sait pas comment les Ibères pouvaient se jouer à cela. Néanmoins, ce jeu de cartes intégrait visiblement donc, des scènes de chasse où les cartes gagnantes étaient représentées par des guerriers d'élite. Le guerrier Asbar monté que l'on retrouve ici typique. L'inscription a visiblement ici une valeur également magique. Vous savez que les images, les écrits étaient beaucoup plus rares dans le monde ancien qu'aujourd'hui. C'était tout à fait peu courant, alors que nous les considérons comme banals. Pour les Ibères, cela avait une valeur symbolique très forte. Et donc il faut comprendre ce guerrier comme visiblement ayant une valeur magique, une valeur prophylactique. C'est-à-dire que ces cartes-là avaient pour mission non seulement de jouer entre amis, entre guerriers se racontant leurs souvenirs de chasse et essayant de se détendre après une partie de combat, une partie de chasse, cela avait aussi la fonction d'écarter le mauvais sort. En représentant des scènes de victoire, des scènes où le guerrier réalisait un gros butin, abattait du gros gibier, voilà, remportait le succès, cela visite à conjurer visiblement la mauvaise fortune en s'attirant la faveur des dieux. De même, le fait que cette carte soit en bois de serre, donc soit constituée à partir d'une dépouille d'un animal de gibier, montre aussi ce caractère de trophée. Le trophée est non seulement figuré sur la scène, mais il est aussi en lui-même le matériel dans lequel a été constituée l'image. Il s'agit donc ici d'un objet mémoire finalement qui vise à renfermer sur lui, à contenir toute cette puissance, cette valeur de la force que le guerrier accumule au fil de ses trophées, de ses victoires. L'autre scène représentée, que vous voyez sur la partie droite de la diapositive, est donc une scène d'un tout autre ordre, puisqu'il s'agit d'une scène plutôt mythologique. Là, on voit donc un personnage, certes gravé dans des traits plus enfantins, un personnage monté sur un oiseau géant, tenant une lance beaucoup plus longue, une arme au poing visiblement, et abattant une sorte d'animal assez étrange, on dirait un long serpent cornu. On pense qu'il s'agit d'un dragon. Alors, que pourrait signifier donc ce personnage abattant un dragon? On a certes en mémoire, pour nous Européens, Saint-Michel, terrassant le dragon au mont Saint-Michel. Alors, il s'agit probablement ici d'une figuration d'un héros appartenant au monde iranien, assez répandu. On le trouve donc sous le nom de Veretragna, ou de Varagne, dans le monde arménien. Ce Veretragna Varagne avait donc pour fonction de tuer les monstres. C'est un petit peu l'équivalent de notre Héraclès, Hercule. Il faisait avancer l'ordre civilisateur en exterminant tout ce qui pouvait représenter le monstrueux, le sauvage. Vous voyez qu'il tient également dans sa main ce qui s'apparente à une massue. Donc là encore, la fonction de combat, d'abattre le monstre, est visiblement très présente dans ces imaginaires iraniens. Cette scène fantastique, donc, très répandue dans le monde ancien, peut se corroborer avec d'autres sources d'ordre littéraire. On a également Moïse de Corrène qui fait référence donc aux qualités de Varagne, donc, comme héros combattant les monstres. L'épithète de Varagne, en effet, était Vishapakal, l'arracheur ou le cueilleur de dragons. On retrouve également, dans les traditions géorgiennes beaucoup plus tardives, des mythes se rapportant à des héros tueurs de dragons, comme le héros prométhéen Amirani, qui combattit ainsi un dragon noir qui sortit du pont Euxin, de la mer Noire, et qui aurait avalé le sol. Donc, pour conclure, cette plaque numéro 43 du catalogue des fouilles de Plesgora montrerait un avatar ibère de cette ancienne divinité de provenance iranienne, dont le combat contre le monstre illustrerait à merveille les vertus civilisatrices prêtées à la violence guerrière dans cet imaginaire royal. Alors, cette imprégnation de l'imaginaire synergétique parmi les élites du monde iranien se poursuivit bien au-delà de l'Antiquité classique. On trouve sur les murs des églises, comme par exemple celle d'Athénisionie, bâtie au 7e siècle, la représentation d'archers montés sur un cheval au galop, abattant 3 cerfs. On trouve des scènes de chasse similaires sur des façades de cathédrales, comme celle de Nikortsminda, datant du 11e siècle. On trouve des pendentifs en forme de cerf retrouvés à Natsiri, sur des flacons d'argent à Ravispiri, un archer monté à cheval au tournant des 3e et 4e siècles, avec visiblement des hybridations entre motifs romains et motifs sassanides. Donc vous voyez que cet imaginaire-là est sur la longue durée.
Et signalons enfin que c'est au cours d'une chasse qu'un roi ibère, Myrian, se serait converti au christianisme, d'après la tradition géorgienne. Alors maintenant, examinons dans notre deuxième partie comment, dans l'histoire politique plus traditionnelle, plus événementielle, on peut dire, on peut retrouver ces valeurs culturelles de longue durée que nous avons examinées jusqu'ici. Alors, nous sommes donc au 1er siècle de notre ère, nous lisons les Annales de Tacite, qui nous apportent donc un éclairage ponctuel mais précieux sur les aspects de la violence tels qu'elle pouvait s'exprimer dans ces rivalités caucasiennes d'ordre politique et dynastique. Il y en a peu de cette sorte-là, nous sommes incapables de reconstituer une histoire de l'Ibérie exhaustive et continue sur toute la période, ce serait trop beau mais nous ne pouvons pas. Donc nous devons nous contenter d'épisodes assez précis. Donc, l'épisode de Radamiste, l'histoire de ce prince, illustré donc par la tragédie de Crébillon et par la peinture de Sabatelli, et par un opéra de Handel. Donc cette histoire de Radamiste, qui est la moins méconnue, permet donc d'envisager cette histoire assez sordide, pour nous occidentaux, donc, de ces règlements de conflits dynastiques à la cour des rois d'Ibérie. Alors, nous sommes au milieu du 1er siècle de notre ère. Depuis l'année 41, le roi Mithridatès, roi d'Arménie, avait donc pu gagner son trône à l'aide de son frère, le roi Pharasmanès I, à ne pas confondre avec notre Pharasmanès II qui visita l'empereur ottoman, le roi Pharasmanès I d'Ibérie. Nous sommes donc face ici à une dynastie ibère qui tente d'implanter son pouvoir à travers différents royaumes caucasiens. Donc les deux frères ont longtemps été alliés, ils étaient appuyés par les Romains, qui ont donc pu soutenir leur politique d'expansion dynastique dans le Caucase, mais il se trouve que l'intervention, les ambitions de Radamiste, le fils de Pharasmanès I, le roi d'Ibérie, sont venus perturber ce jeu-là. Alors il se trouve que Radamiste était donc fils de Pharasmanès I, et que comme son père se faisait vieux et tardait à mourir, Radamiste commençait à s'impatienter. Avide de pouvoir, il requérait un territoire, un règne, une couronne, un trône. Et Pharasmanès Ier, visiblement peu désireux de laisser la place à son fils, préféra l'orienter dans une autre direction, pour l'éloigner de la cour d'Armanis-Siré et de son pouvoir. Alors, ce portrait de Radamiste, de jeune homme ambitieux, correspond tout à fait, selon les mots de Tacite, au type de l'Asbar du monde iranien. Tacite nous dit que ce Radamiste était d'une taille majestueuse, d'une vigueur exceptionnelle, qu'il était rompu aux exercices de son pays, et qu'il jouissait d'une éclatante renommée chez les peuples voisins. On retrouve encore l'idée de roi, de phare, d'idéal et de guerrier. Ce Radamiste, donc, obéit à cet imaginaire iranien d'émulation, de compétition pour le pouvoir. Radamiste, ce nom même a une origine iranienne. On pense qu'il s'agit visiblement d'un nom dérivé de la racine iranienne Rad, signifiant donc le brave, le noble, le généreux, et Mezd pour offrande dans le cas de Mezd, ou salaire dans le cas de Mezd. Donc ce serait le salaire du brave, l'offrande du noble. Voilà. Pharasmanès, Mithridate, ce sont tous des noms de forme iranienne, ce qui montre la pleine appartenance de l'Ibérie à la sphère culturelle de l'Iran. Donc ce Radamiste, donc, fils du roi d'Ibérie, avait néanmoins des rivaux, puisque son père, Pharasmanès, s'était remarié avec une autre épouse qui lui avait donné d'autres enfants, dont Mithridatès, le futur roi d'Ibérie, que nous avons vu à travers l'inscription de Tsargas, et Amasaspos, le prince, que nous avons vu à travers son épitaphe. Alors il se trouvait peut-être que Radamiste avait peur de ses petits frères que peut-être son père privilégié au détriment de sa propre personne. De l'autre côté, Pharasmanès était entré en conflit avec son frère Mithridatès, roi d'Arménie, puisque ce dernier avait visiblement, s'agit-il d'un prétexte ou d'un sérieux dissensus, ce Mithridatès avait refusé d'aider son frère Pharasmanès dans une guerre que ce dernier menait contre l'Albanie. Il lui avait refusé de lui accorder des troupes. Mithridatès se trouvait en effet en difficulté dans son propre royaume puisqu'il avait beaucoup de mal à se légitimer auprès des Arméniens. Et il ne tenait qu'à travers le soutien de la garnison romaine. Alors comment les choses se mirent-elles en place? Alors, Radamiste feint, en accord avec son père Pharasmanès, d'être en conflit avec son père. Et il trouve donc refuge, entre guillemets, auprès de son oncle Mithridatès. Alors Radamiste était à la fois le neveu de Mithridatès, mais aussi, vous le voyez, son gendre, puisqu'il avait épousé Zénobie, l'épouse, sa propre épouse était en fait sa cousine. Donc cette endogamie, vous voyez, est tout à fait visible dans cette intrication de dynastie ibère, puisque vous voyez également que Mithridatès avait épousé la fille de Pharasmanès. Bien, si vous suivez tous, nous continuons notre histoire.
Alors ce Pharasmanès donc conseillait la tromperie à son fils, en présentant son fils Rhadamiste comme un réfugié, voilà, cherchant refuge par rapport à son méchant père. Alors Mithridatès, tout content de trouver un nouvel allié, reçut Rhadamiste avec de grands honneurs. Et on trouve ici cette relation de mentorat qui est typique dans le monde iranien, celle du parent nourricier. Il était tout à fait typique dans le monde iranien qu'un jeune garçon, un jeune noble, soit élevé par son oncle, par un autre mâle de sa famille, autre que son père, différent de son père. C'était tout à fait courant dans le monde iranien. On a donc ici deux camps appartenant néanmoins à une famille profondément intriquée et partageant les mêmes valeurs, et désireuse d'établir des liens d'alliance, redoublant les liens de parenté. Rhadamiste œuvra en Arménie en secret à retourner plusieurs princes contre le roi Mithridatès. Ayant besoin néanmoins de troupes ibères, il retourna ensuite auprès de son père Pharasmanès, qui inventa alors son casus belli contre Mithridatès. Tu ne m'as pas aidé contre ma guerre contre l'Albanie, je vais donc t'envahir, et c'est Rhadamiste, dont tu croyais qu'il était ton ami, qui va prendre ta place. Alors néanmoins, Pharasmanès, qui était l'allié des Romains, Mithridatès, qui était aussi l'allié des Romains, devait adopter à l'égard de Rome une attitude des plus prudentes, puisque les deux étant alliés de Rome, Pharasmanès ne pouvait pas ouvertement appuyer ce coup d'État. Donc Pharasmanès a agi de manière déguisée. Il n'a pas ouvertement soutenu ni réprouvé l'arrivée de son fils Rhadamiste avec ses troupes ibères. Alors, que se passe-t-il concrètement ? Mithridatès, devant l'arrivée des troupes ibères conduites par Rhadamiste, se réfugia, tactique très habituelle, dans une forteresse, la forteresse de Gornéa. Dans cette forteresse de Gornéa, il se barricada avec son trésor, la marque de sa roi, de son phare, avec sa famille, avec la garnison romaine qui le protégeait, en attendant visiblement que Rome intervienne. Alors la garnison romaine était commandée sur place par un tribun, le tribun Pollio, et par le centurion Casperius. Alors les deux officiers romains qui dirigeaient cette garnison étaient divisés sur l'attitude à adopter. Pollio a été corrompu par Rhadamiste, acheté, qui, à l'aide de puissants subsides, a pu le convaincre de soutenir sa cause. Casperius, lui, était davantage légitimiste. Il a visiblement fait un aller-retour à Armasie pour convaincre Pharasmanès de stopper son fils Rhadamiste. Mais cette démarche de Casperius échoua. En conséquence, la démarche de Rhadamiste arriva à ses fins, à savoir convaincre Mithridatès de se rendre, de mettre bas les armes et de parvenir à un accord. Mithridatès dut donc sortir de la forteresse de Gornéae avec sa famille, sous la promesse que Rhadamiste ne lui ferait aucun mal. Alors c'est justement ce passage-là que l'on lit chez Tacite, qui est le plus illustratif de cette gestion de la violence, à la fois comme idéal et comme instrument politique de règlement des conflits. Je vais vous lire ce passage-là qui est très illustratif de ce à quoi je veux en venir. Donc cela se trouve dans Tacite, au 12e livre des Annales, paragraphe 47. Tout d'abord, Rhadamiste se jette dans ses bras, dans les bras de Mithridatès, en feignant le respect, en l'appelant beau-père et père. Il ajoute le serment de ne lui faire violence ni par le fer ni par le poison. En même temps, il l'entraîne dans un bois sacré du voisinage, en déclarant à maintes reprises qu'il y avait prévu les apprêts d'un sacrifice, pour que les dieux fussent témoins de la paix assénée. Les rois ont coutume, quand ils concluent une alliance, de se prendre la main droite, et de s'attacher ensemble les pouces par un nœud très serré. Puis, lorsque le sang s'est porté aux extrémités des membres, ils le font jaillir par une légère piqûre, et chacun suce celui de l'autre. Ce genre de traité passe pour avoir une vertu secrète, comme si l'effusion mutuelle du sang le consacrait. Mais alors, celui qui appliquait les liens, simulant une chute, saisit les genoux de Mithridatès et le renverse lui-même. Aussitôt, plusieurs se précipitent et le chargent de chaînes. Et les fers aux pieds, ce qui est un déshonneur pour les barbares, on l'entraînait. Et voici que la foule, traitée durement sous son règne, lui lançait des injures et des coups. Il y en avait aussi, par contre, dont un tel changement de fortune excitait la pitié. Sa femme suivait avec ses enfants en bas âge et faisait tout retentir de ses lamentations. On les cache séparément dans des chariots couverts en attendant d'avoir pris les ordres de Pharasmanès. Chez lui, la passion du pouvoir comptait plus qu'un frère et une fille, et son âme était prête au crime. Cependant, il s'épargna le spectacle de leur mise à mort sous ses yeux. De son côté, Rhadamiste, comme s'il se rappelait son serment, n'emploie ni le fer ni le poison contre sa sœur et son oncle, mais il les fait jeter à terre et étouffer sous un amas de lourdes couvertures. Les fils même de Mithridatès, pour avoir versé des larmes sur le meurtre de leurs parents, furent égorgés. Alors, vous voyez que cette scène visiblement très contrastée, qui fait la saveur du récit de Tacite, attentif à la dramatisation de ces événements tragiques, cette scène illustre donc la double valeur du
du sang, à la fois comme marque de l'alliance profonde unissant les parents, cet épanchement du sang annonçant visiblement le dissensus, la mort des deux parents. Alors visiblement, ce serment, ce rituel assez étrange, où les deux contractants devaient avaler mutuellement leur sang respectif, qui devait appeler solennellement à éteindre les hostilités, a été l'occasion même choisie par Adamiste pour se saisir de Mithridatès et se débarrasser de lui. L'épouse de Mithridatès, qui était donc la sœur de Rhadamiste, puisqu'elle était la fille de Pharasmès, a également été mise à mort et les enfants furent tués. Tous les parents du roi écartés, éliminés pour éteindre la lignée de Mithridatès et mettre fin à sa légitimité. Un assassinat collectif, donc inspiré par la passion du pouvoir, mais où Rhadamiste veille à ne pas rompre la sacralité du serment passé avec Mithridatès par le mode d'exécution, ici, le moyen de mise à mort, ici, qui n'a pas nécessité d'épanchement du sang. Alors on le voit ici à travers une double opposition, cette chute, cette déchéance du roi Mithridatès, à la fois une scène d'opprobre public, où la foule, visiblement arménienne, qui n'a pas été très contente de son roi, lance des insultes, des injures sur son roi réputé tyrannique, et une seconde partie où le roi se trouve enfermé dans des chariots couverts avec sa famille et mis à mort en secret. Alors il s'agit, à mon avis, ici, d'une double interprétation. D'une part, le roi qui se trouve caché aux yeux du commun pour être mis à mort, cela serait une dernière marque de révérence envers la dignité royale. L'idéal d'un roi caché, d'un roi confiné dans son palais, dans ses forteresses, on le retrouve ici dans cette mise à mort. Autre interprétation qui se voit notamment à travers les chaînes portées aux pieds par le roi Mithridatès avant sa mise à mort, ce châtiment dont Tacite précise qu'il était particulièrement déshonorant pour ces rois caucasiens, cela pourrait à mon avis renvoyer à un mythe très répandu dans le Caucase, le mythe de Prométhée, héros réputé avoir été enchaîné sous une montagne du Caucase par les dieux pour s'être montré trop présomptueux. Et on retrouve donc ici ce topos de l'homme qui est parvenu au sommet de la gloire et qui se retrouve totalement réduit à néant. Donc, même si Tacite n'entendait, à mon avis, sûrement pas faire référence à Prométhée ici, peut-être que pour les Ibères, enchaîner ce roi pouvait renvoyer à ce héros déchu, ce héros prométhéen, qui nous est attesté par d'autres témoignages, notamment par celui de Pline l'Ancien, qui nous atteste bien que le roi, que Prométhée s'était retrouvé enchaîné sous une roche caucasienne et qu'à partir de cette roche-là, on avait pu façonner la première bague avec le premier joyau. D'autres témoignages également visibles chez Moïse de Corène et dans la tradition géorgienne. À ce sujet-là, Jean-Pierre Mahé a publié récemment un petit livre avec Zaza Alexidze sur ces ensembles de traditions se rapportant au Prométhée caucasien, et auquel donc je renvoie. Revenons donc à notre histoire. Rhadamiste parvient donc à ses fins, élimine son oncle et son beau-père. Il put également parvenir à ses fins auprès de Rome, puisque l'empereur Claude, même s'il a fait des injonctions à Pharasmès pour que ce dernier retire ses forces d'Arménie ainsi que son fils Rhadamiste, il n'a pu néanmoins empêcher ce dernier de corrompre le procurateur de Cappadoce Pellinius et put ainsi devenir roi d'Arménie en 51. Néanmoins, cette prise de pouvoir mécontenta l'autre grande puissance de la région, à savoir l'Iran des Parthes, et le roi Vologèse décida de réagir sans tarder et d'envahir à son tour l'Arménie. La débâcle pour Rhadamiste fut rapide, lui aussi connu des revers de fortune, et Rhadamiste dut s'enfuir face à Vologèse et à son prétendant, Tiridate, celui qui devint roi d'Arménie. Rhadamiste donc dut s'enfuir face au soulèvement donc, des Arméniens contre lui, et cette fuite du prince Ibère, accompagné de son épouse enceinte Zénobie, est racontée par Tacite. Alors, c'est le dernier passage que je vais vous lire pour cette conférence. Il s'agit donc toujours du 12e livre des Annales, au paragraphe 48-49, pardon, au paragraphe 51, alinéa 1 à 4, et Rhadamiste n'eut d'autre ressource que la vitesse de ses chevaux, qui l'emportèrent, lui et sa femme.
Mais sa femme qui était enceinte supporta tant bien que mal le début de la fuite, par crainte de l'ennemi et par affection pour son mari. Ensuite, comme cette course ininterrompue ébranle son ventre et secoue ses entrailles, elle le supplie de la soustraire par une mort honorable, aux outrages de la captivité. Lui commence par l'embrasser, la soutenir, l'exhorter, tantôt admirant son courage, tantôt éperdu de crainte à l'idée de l'abandonner au pouvoir d'un autre. Enfin, poussé par la violence de son amour et habitué au crime, il tire son cimeterre, la traîne, blessée au bord de l'Arax, et la livre au courant du fleuve pour ravir son corps à l'ennemi. Lui-même se rend précipitamment chez les Ibères, au royaume de son père. Cependant, Zénobie, c'était le nom de la femme, baignant dans l'eau calme du fleuve débordé, respirait encore et donnait des signes de vie, quand des bergers l'aperçurent, et jugeant à la noblesse de ses traits qu'elle n'était pas de basse extraction, ils bandent de la blessure et y appliquent des remèdes de la campagne. Puis, apprenant son nom et son aventure, il la transporte dans la ville d'Atarxat. De là, elle fut conduite par le soin des autorités auprès de Tiridate, qui la reçut avec bonté et la traita en reine. Donc on assiste ici visiblement à une autre scène, un autre morceau de bravoure haut en couleur du récit de Tacite, celui où, en proie, visiblement, selon la version psychologique de Tacite, à des passions contradictoires, Adamiste hésitant entre l'amour et la passion politique, finalement choisit de transpercer son épouse Zénobie et de l'abandonner au courant du fleuve. Alors, ce que Tacite aurait pu préciser, mais aussi parce que cette Zénobie portait un héritier qui descendait à la fois, vous le voyez sur l'arbre généalogique, à la fois de Mithridatès, par sa mère, et à la fois de Pharaspanès, par son père Adamiste. Vous voyez que cet enfant que portait Zénobie était donc le concentré de toute une légitimité dynastique, que c'était donc très intéressant pour Tiridate de récupérer cet héritier-là. Voilà. Vous voyez donc que malgré les conflits, malgré les sordides intrigues d'élimination mutuelle entre ses membres, malgré tout cela, eh bien, les Ibères entretenaient des liens de parenté, d'alliance, des liens matrimoniaux, des liens de coopération très étroits. Et tout cela, cette intrication des liens et cette profondeur du dissensus accentuent donc ce contraste et ce caractère visiblement, comment dire, très approfondi et justifie donc par là la violence des rapports qui les unissaient. À noter enfin que cette histoire de Tacite relève tout à fait de la ligne au niveau du style des romans orientaux qui font florès à cette époque-là. On avait d'autres récits de fiction mettant en scène des princes monde iraniens avec des histoires d'amour, avec des histoires de meurtre, etc. On a par exemple le travail d'Athénée, mentionné par Philostrate, qui aurait donc recomposé une romance caucasienne de Zariadrès et Odatis, voilà, un roman qui aurait été composé par Carès de Mytilène, roman qui aurait également été médiatisé à travers plusieurs peintures à travers l'Asie mineure. Lucien de Samosate mentionne également un Dynastolase, Tigrapatanès à la cour du roi du Bosphore cimérien dans un autre récit de fiction. Et puis on a donc l'histoire d'Abradate et de Panthée également, que Corinne Joanneau et Sébastien Montanari ont pu étudier. Donc vous voyez qu'on est là pour les Romains, percevant cette mentalité déjà perçue comme orientaliste. On a déjà les prodromes ici, vous voyez, d'un cycle visiblement où les dynastes iraniens sont à la fois perçus comme comme alliant visiblement des liens familiaux très étroits et une violence politique très exacerbée. Voilà. Donc on trouve déjà cela dans ce matériel documentaire. Il est donc temps de conclure. Les rois d'Ibérie et leurs sujets ont développé, on l'a vu, un imaginaire de la violence associant les divers pans de leur culture, dont l'inspiration iranienne ne fait aucun doute. Je tiens à l'accentuer à l'heure aujourd'hui où une certaine historiographie géorgienne a plutôt tendance à oblitérer ses liens avec l'Iran pour ne mettre l'accent que sur le lien avec le monde gréco-romain. En temps de guerre, à la chasse, en mission diplomatique, dans les intrigues de cour, dans les exercices d'armes, dans les jeux de cartes, dans l'imagerie des objets de la vie quotidienne, toute cette culture officielle et officieuse, cette culture privée et publique des Ibères, intégrait cet idéal du roi chasseur, ce roi chasseur qui déploie son énergie guerrière au service de l'élimination de ses adversaires, à la mainmise des ressources nécessaires à la conquête et à la conservation du pouvoir. Faire rayonner la roira, faire rayonner la gloire, n'était pas du tout contradictoire avec l'usage de la violence, mais au contraire,
Il s'agissait des deux faces d'une même médaille. On le voit, cette parole glorifiant la violence se voyait à la fois dans les écrits des princes victorieux, immortalisant leurs exploits, les épitaphes de princes tombés au champ d'honneur, dans également les témoignages étrangers, l'iconographie, les sites palatiaux. On le voit, cet univers caucasien se nourrissait visiblement de cette violence. Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque cet univers caucasien se caractérisait par une instabilité politique récurrente. Quand vous n'avez pas de frontières stables, pas de légitimité sur le long terme, quand le roi voisin est prêt à conquérir votre trône, eh bien la violence n'est pas perçue comme négative, mais au contraire, elle est perçue comme le propre de celui qui parvient à s'affirmer. Celui qui est légitime, c'est celui qui impose ses vues. La violence constitue ainsi une méthode politique particulièrement soignée à travers l'exercice des armes, ainsi que l'art de la parole officielle. Mais les Ibères savaient aussi reconnaître la part d'incertitude que le sort pouvait réserver. La violence, certes, procure de la légitimité, mais elle est la marque d'une situation d'instabilité. Et ces lots de cartes à jouer, retrouvés dans quelques sépultures ou restes de palais incendiés, demeurent témoins de ces changements de fortune. Voilà. Alors pour nous, aujourd'hui, contemporains, qui entendons des fois aux journaux télévisés, aux nouvelles, certaines histoires sordides de dictateurs se maintenant au pouvoir à travers des basses œuvres et des moyens particulièrement abominables, pensons que, dans certains temps reculés, la violence n'était pas perçue comme une marque de sauvagerie ou comme une marque du dernier recours, mais au contraire comme revendiquée, comme assumée, comme glorifiée, comme un idéal politique propre. Il faut penser cette autre et cette différence culturelle par rapport à la violence, voilà, malgré le changement des temps. Voilà, j'arrive au terme de cette conférence, je vous remercie pour votre attention, et merci encore une fois à l'association Sorbonne Antique de m'avoir permis d'offrir, par la voie du net, de la toile, cette conférence-là. Merci encore à la Maison des Initiatives étudiantes d'avoir accueilli cette conférence-là. Je vous remercie. Au revoir, portez-vous bien.